Radio J. Radio J, le grand entretien. Radio J. Alain Finkielkraut, bonjour. Bonjour Alexis. On est Lacroix. très heureux de vous recevoir en ce dimanche. Philosophe, membre de l'Académie française depuis une dizaine d'années maintenant, auteur d'une œuvre abondante et essentielle pour comprendre notre temps, pour le décrypter. Et cette œuvre, Robert Kopp, qui officie aux éditions Bouquin, a décidé de vous proposer d'en présenter une sélection qui est précédée d'un entretien d'ailleurs passionnant sur votre itinéraire intellectuel. Ça s'appelle « La modernité à contre-courant ». On viendra à cette expression de « à contre-courant » parce qu'elle est utilisée par un célèbre devancier qui est Walter Benjamin. Mais on va entrer dans le vif du sujet, Alain Finkielkraut, puisque nous avons décidé de récapituler au travers de cette conversation et à saut et à gambade une partie de votre itinéraire intellectuel. Vous citez d'abondance beaucoup d'auteurs qui vous inspirent, et notamment parmi eux, Léo Strauss. Léo Strauss apparaît et vous en faites le porte-voix de ce qu'il appelle le conformisme de la rupture, et vous essayez de comprendre, à partir de cette citation de Léo Strauss, grand philosophe juif du XXe siècle, devenu américain après avoir été allemand, vous essayez de comprendre comment le conformisme de la rupture, pendant trop longtemps, en quelque sorte, vous a subjugué, empêché de penser le présent pour ce qu'il est. Alors, oui, le conformisme de la rupture, évidemment, j'ai traversé une période de ma vie qui pouvait répondre à ce concept un peu étrange, paradoxal. Un penseur français, Philippe Muret, qui est mort il y a déjà une dizaine d'années, a eu cette expression très drôle, mais qui va dans le même sens. Il parlait des mutins de Panurge. J'ai été un mutin de Panurge, disons, autour de 68. Une époque de ma vie que je ne renie pas. Parce qu'en 68, il y a eu, si vous voulez, une sorte d'interruption miraculeuse. C'est pas une révolution, mais une interruption. Plus une voiture ne circulait à cause de la pénurie d'essence, et les gens se parlaient dans la rue. Les rues redevenaient une espèce de gigantesque espace public. J'en ai la nostalgie. Alors, il est vrai qu'on disait beaucoup de bêtises dans cet espace public. Et il est vrai aussi que nous mimions la révolution et nous nous révoltions de manière grégaire. D'ailleurs, nous qui avons fait 68, nous étions surpris par ce qui arrivait. C'est-à-dire, nous nous sommes découverts révolutionnaires du jour au lendemain. C'est un moment tout à fait extraordinaire. Alors, puisqu'on évoque à saut et à gambade votre itinéraire, là vous évoquez 68 en réponse à ma question, à l'époque vous faisiez partie d'une mouvance qui s'appelait les opéraïstes. Vous étiez proche des opéraïstes. Vous pouvez nous dire ce que c'était et quels étaient les credos des opéraïstes? Non, au début, en 68 même, j'ai choisi, de manière un peu aléatoire, le maoïsme. J'avais, si vous voulez, mon vertige, mon désir, c'était d'être à la gauche de la gauche. Parce que la gauche, disons, c'est une sorte de surmoi. La gauche vous dit que vous n'êtes pas assez moral, que vous êtes du côté de l'oppression et de l'exploitation. Si vous êtes à la gauche de la gauche, vous êtes, si vous voulez, vous occupez la place enviable du procureur. Vous incarnez le tribunal. Ou en tout cas le surplomb. C'est le surplomb, le surmoi. Et j'avais envie de cette place. Alors j'ai été maoïste, puis ça m'est passé. Et dans les premières années entre 70, 73, 74, j'ai choisi, bizarrement aussi, cette variante du marxisme qu'était l'opéraïsme, c'est-à-dire le marxisme italien, qui, disons, insistait beaucoup sur la lutte des classes et qui s'en prenait même au travail, à la valeur travail. C'était
l'espèce de mirage du tout de suite. Et ça a pu avoir d'ailleurs un versant très noir, parce que de l'opérisme est né le terrorisme. Et la jambisation tirait dans les jambes des professeurs. J'ai jamais, ni de près ni de loin, été mêlé à tout ça, mais c'était une conséquence de ce vertige de la radicalité dans lequel j'ai été moi-même pris. Ah, vous m'autorisez à les défendre juste une seconde ? Comment ? Vous m'autorisez à les défendre juste une seconde, les opéraïstes, certains d'entre eux. Je me souviens d'une conversation que nous avions eue il y a quelques années, et j'avais un livre de Mario Tronti avec moi. Et vous aviez une certaine nostalgie, non pas évidemment pour ce que ça a donné, la combinazione, etc., mais pour la critique de la valeur travail et du productivisme. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un fil qui naît là dans votre pensée, paradoxalement, qui est la critique de la société d'abondance et de production, et ce que Hannah Arendt, que vous étudierez beaucoup après, appelle la transformation de nos grandes démocraties en immense administration ménagère? Non, je ne crois pas, parce que en fait, il y avait dans cet opéraïsme une volonté de consommation immédiate, tout de suite. Donc, ce qui était très curieux, cela dit, c'était que je me retrouvais avec un petit groupe de gens autour de Yann Moulier-Boutang, et il lisait Mario Tronti. Et Mario Tronti, il le lisait lui, mais pas nous. Il nous en confiait des chapitres, et c'était la référence secrète de notre groupe, c'est-à-dire Marx peut-être, mais derrière Marx, Tronti, et dans Marx, pas tout, mais les Grundrisse, les fondements de l'économie politique. Ça m'a conduit à écrire, d'ailleurs, un de mes premiers articles sur le fil rouge du travail abstrait chez Marx. Mais mon changement, disons, mon éveil même à la pensée, ma sortie de ce conformisme de la rupture, de cette glu générationnelle, je la dois aux penseurs d'Europe centrale. Absolument. Et notamment Milan Kundera. Alors je suis à l'automne de ma vie, mais en fait, mon itinéraire, c'est le passage d'un printemps à l'autre. On peut dire que alors je vous interromps parce que c'est pour donner le passage d'un printemps à l'autre, le mai parisien changé pour le printemps de Prague. Vous m'autorisez donc sur ce sujet-là une incise. Vous découvrez évidemment Milan Kundera, mais ça c'est plutôt au tournant des années 80, son article Occident kidnappé, vous allez développer tout ça. Mais effectivement, dans l'un des fils rouges de votre réflexion, dans le développement de votre pensée sur la durée, c'est de dire mais finalement, au mai parisien, se substituait, se doublait un autre mai plus profond, en quelque sorte, qui est le mai pragois. Et vous avez d'ailleurs ensuite réfléchi plus tard, lorsque vous avez fondé cette très belle revue qui était le Messager européen, avec des intellectuels tchèques comme Václav Beloradsky, à la supériorité du mai pragois. Alors en quoi, justement, ce mai pragois était-il supérieur, était-il plus profond, Alain Finkielkraut ? Il était très différent, c'est-à-dire que c'était une explosion de radicalisme révolutionnaire, le mai parisien, alors que le printemps de Prague, dit Kundera, c'était la révolte populaire des modérés. Il faut s'arrêter à cette expression, parce que révolte et modéré, ça n'allait pas, ces deux mots qui n'allaient pas ensemble. Albert Camus avait tenté de les unir dans son livre L'homme révolté, parce que justement c'était l'alliance de la révolte et de la mesure, disait-il. C'est une grande réflexion sur les limites. Ça lui a été amèrement reproché, non seulement par les communistes, par Jean-Paul Sartre, mais aussi par André Breton. Modération, mesure, ça voulait dire pensée bourgeoise. Et puis, il n'y a pas que cela. Il y a aussi, dans le printemps de Prague, la vraie différence, c'est que, alors que le mai parisien c'était une révolte contre la culture traditionnelle, le printemps de Prague, c'était une défense de la culture, aussi bien à l'art moderne que le christianisme, tous les deux pareillement niés par le pouvoir. Donc j'ai découvert la fragilité et la valeur de la culture, effectivement, au contact de la pensée de Kundera, et ça m'a amené plus tard à écrire La défaite de la pensée contre la mise
trop rapide du mot culture au pluriel. Alors, nous commentons, et à sauce et à gambade, les presque 1200 pages de ce recueil passionnant, La modernité à contre-courant aux éditions Bouquin, à l'initiative donc de Robert Kopp, qui a fait un travail éditorial formidable avec vous. Il a repris, bien sûr, des ouvrages entiers, mais également des articles de presse et des interventions dans l'espace public. Je dois aussi aux poètes et aux penseurs d'Europe centrale la prise de conscience de mon appartenance, et de mon attachement à la civilisation européenne. Donc il y a là un tournant, effectivement, qui se produit chez vous. Est-ce qu'on peut le dater du début des années 80, Alain Finkielkraut ? Non, c'est peut-être un peu antérieur, enfin peu importe. Un peu antérieur, oui. Peut-être, peu importe, oui, c'est sans doute la fin des années 70 du XXe siècle. L'Europe, pour moi, c'était un bâillement. L'Europe dans laquelle j'ai grandi, c'était les marathons de Bruxelles, c'était la politique agricole commune. Ces choses-là ne m'intéressaient pas. Mais je n'étais même pas sensible à la dimension pourtant presque miraculeuse de la paix en Europe. Ce dont parlaient les fondateurs, et ils s'en émerveillaient. L'Allemagne et la France se réconciliaient, l'Europe serait le continent d'une sorte de paix perpétuelle, avec après des affrontements qui avaient mené à ce paroxysme de la Deuxième Guerre mondiale. Pour moi, c'était un donné. Donc, pour le reste, la politique européenne ne m'inspirait pas. Et puis, grâce à cette pensée d'Europe centrale, j'ai compris quelque chose. C'est que par rapport à l'Europe, nous n'étions pas seulement des innovateurs, nous étions des héritiers. Et que l'Europe n'était pas exclusivement une construction, mais que c'était aussi une civilisation. Et que cette civilisation méritait d'être préservée, peut-être prolongée, mais qu'elle aussi pouvait être en péril, danger intérieur d'une crise peut-être terminale de la transmission, danger externe d'un changement de peuple qui pouvait mener à la déseuropéanisation de l'Europe. Donc, c'est cette fragilité de l'Europe qui me l'a rendue précieuse. Qui vous l'a rendue précieuse. Alors après, c'est noué une amitié très durable avec Milan Kundera, avec son épouse aussi, Vera Kundera. Qu'est-ce que vous ont apporté les conversations très nombreuses que vous avez eues, Alain Finkielkraut, à partir de ce moment-là, avec ce grand écrivain tchèque qui avait choisi le français ? Oh, bien sûr, mais son œuvre et sa conversation m'ont énormément apporté. Je ne suis pas le même grâce à cette œuvre. Je dois dire que tout lecteur de Kundera peut éprouver la gratitude qui est la mienne. J'ai eu en outre la chance, en effet, de le rencontrer. Ça s'est fait assez tôt. En 1978, j'animais un groupe de travail créé par Michel Foucault, qu'il avait appelé le reportage d'idées. C'était des intellectuels qui allaient faire des reportages dans différentes parties du monde où ils tenaient à assister à la naissance de certaines idées. J'étais dans ce cadre allé en Israël et en Égypte avec Benny Lévy. Nous parlions de la normalisation entre ces deux pays. J'étais allé auparavant aux États-Unis parce que Foucault lui-même était passionné par l'apparition du mouvement libertarien. Et puis un jour, j'ai dit, j'ai envie d'interviewer Kundera. Et Foucault a été enthousiaste. J'ai donc téléphoné et avant d'obtenir une réponse téléphonique, j'ai dû attendre longtemps. Le téléphone sonnait dans le vide, mais je me suis obstiné et devant cette insistance, Kundera a cédé. Nous nous sommes vus et notamment dans cet entretien, je lui dis, mais enfin, il y a quelque chose de curieux. Vous avez écrit un livre truffé de métaphores dans un style baroque qui est la plaisanterie et votre style est devenu beaucoup plus simple, beaucoup plus limpide presque dans les livres suivants, presque dépouillé comme vous dites. Que s'est-il passé ? Kundera me fait l'amitié d'affirmer que
sur le coup de cet entretien, il a relu la traduction de la plaisanterie, il a vu que, en effet, ces métaphores étaient là, mais qu'elles avaient été portées par le traducteur, Marcel Emonin, et donc il a passé 2 ans de sa vie d'écrivain à retraduire, avec effectivement quelqu'un pour l'aider, la plaisanterie. Et depuis lors, il s'est énormément préoccupé de la traduction de ses livres, et à la fin, d'ailleurs, il les écrivait en français. Donc, en effet, une amitié est née, et je dirais que il en va de Kundera comme de Philippe Roth. On n'est pas déçu quand on les rencontre. Souvent, si vous voulez, il y a c'est le contre Sainte-Beuve. C'est-à-dire, il y a une disparité entre le moi profond, qui écrit les livres, et le moi social. Bon, et bien moi... Le moi social peut être pas à la hauteur de la génialité. Voilà, le moi social, eh bien, son moi profond était présent dans les conversations que j'ai eues avec lui. De même, Philippe Roth, et d'ailleurs, je dois à Kundera la rencontre de Philippe Roth, parce que un jour, j'ouvre Le Monde et je vois en ouverture du supplément littéraire un article de Kundera sur un livre de Roth, Professeur de désir, que j'avais lu en anglais lorsque j'habitais... j'ai passé 2 ans aux États-Unis. Vous étiez professeur jeune agrégé de lettres modernes et professeur à Berkeley. J'étais assistant visiting professor à Berkeley. Et donc, je vois ça, je dis, les 2 écrivains de ma vie qui se rejoignent, j'en parle tout ému à Kundera, et il m'a fait l'amitié de m'inviter à un dîner qu'il donnait pour Philippe Roth. Donc Philippe Roth était là avec Claire Bloom et la fille de Claire Bloom. Claire Bloom, c'était son épouse. C'était son épouse, et les choses se sont très mal terminées pour eux. Mais donc, voilà. Et effectivement, j'ai revu à intervalles beaucoup moins réguliers Philippe Roth, aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis, et aussi quand il venait en France. Et en effet, et voilà. Et leur génie était là. Leur génie était présent dans la conversation. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, et c'est un des privilèges de ma vie que d'avoir pu fréquenter ces 2 personnes. Alors nous reviendrons à Kundera, probablement d'ailleurs à Philippe Roth dans le cours de cette conversation, Alain Finkielkraut, qui est passionnante. On retrace aussi à Sauz et à Gambade, grâce à Robert Kopp et aux éditions Bouquin, votre itinéraire si fécond dans la pensée française contemporaine. La modernité à contre-courant, c'est le recueil dans lequel vous reprenez un certain nombre de livres qui ont échelonné votre carrière littéraire. Je fais un détour, nous sommes toujours dans les années 80, par la rencontre avec Michel Foucault. Michel Foucault a joué un certain rôle à la fin des années 70 et 80 dans votre formation intellectuelle. Vous avez eu de nombreuses conversations. Vous l'aviez rappelé, vous avez envoyé faire des reportages pour le Corriere della Sera, comme d'autres intellectuels d'ailleurs, comme Pascal Bruckner, votre ami. Mais justement, après, vous êtes éloigné de cette pensée. Qu'est-ce que vous lui avez reproché rapidement, au fond ? D'être un postmoderne, d'être un différentialiste, de ne pas penser justement la nécessité de la continuité des identités culturelles et civilisationnelles ? Alors, Michel Foucault, je l'ai rencontré en 1977, je crois. J'habitais les États-Unis. Pascal Bruckner me téléphone et me dit « Je viens de recevoir une lettre de Michel Foucault qui a beaucoup aimé le nouveau désordre amoureux ». J'étais sur mon lit, j'ai fait de la trampoline, je me suis cogné au plafond tellement j'étais ému, ébloui par cette lettre. Michel Foucault... C'était votre livre commun, pardon, juste pour Oui, c'est le voilà. premier livre que j'ai écrit, c'est pas le premier de Bruckner, un livre qu'on avait écrit tous les 2. Et j'ai été très frappé. Foucault, si vous voulez, avait une place sans équivalent dans la vie intellectuelle. C'était un style étincelant, une érudition sans égale et une philosophie profonde. On n'avait pas connu ça du tout. Et donc, je veux dire, être reconnu par Foucault, ça a été effectivement très fort. Nous nous sommes vus assez longuement, à plusieurs reprises. À partir des années du début des années 80, nous voyons plus du tout. Je crois que certains de ses amis ont commencé à le mettre en garde contre moi. Personnellement, je ne veux pas du tout dire du mal de lui parce que sa conversation aussi était étincelante et j'en ai un souvenir très ému, très reconnaissant. Mais je dirais que sa pensée ne m'a pas vraiment marqué, d'autant plus que Michel Foucault, justement, cherchait, il le dit dans l'Archéologie du savoir,
cherchait justement les discontinuités. C'est un penseur de la discontinuité. Dans les mots, les choses aussi. Voilà. Et les discontinuités contre la vision d'une histoire continue qui relevait, selon lui, d'un humanisme désuet. Ou du Lagarde et Michard. Voilà, peut-être. Et lui, moi, je pense aujourd'hui que la continuité historique est un bien très précieux. Je le pense comme Simone Veil dans l'Enracinement, je le pense comme Ortega y Gasset dans La révolte des masses. Donc je me trouve en porte-à-faux avec la pensée de Michel Foucault. Mais là, où d'une certaine manière je le rejoins, mutatis mutandis, parce que je ne veux pas m'attribuer le génie qui était le sien, là où je le rejoins, c'est quand il écrit que le rôle de la philosophie, c'est aujourd'hui de diagnostiquer le présent. Voilà, et je pense qu'il a raison. Il a raison parce que nous ne sommes plus en mesure de plaquer sur ce qui nous arrive une quelconque philosophie de l'histoire. Le XXe siècle nous a convaincus, aurait dû nous convaincre, que le réel n'est pas rationnel. C'est pas vrai. Il y a des choses qui ne sont pas intégrables dans une vision de l'histoire comme accomplissement de la raison. Mais dès lors, la question philosophique devient qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire comment pouvons-nous réagir à l'événement ? Comment penser l'événement ? C'était le souci de Hannah Arendt. Quand Foucault parle de diagnostic du présent, c'est aussi ce qu'il tente à faire. Alors évidemment, quand on veut penser l'événement, on risque d'être noyé dans l'actualité. Il faut faire très attention. Mais ça reste, à mon avis, un impératif de la pensée, et c'est par là que je rejoins Michel Foucault, même si mon diagnostic n'est pas le sien. J'ajouterais que Foucault, dans la dernière partie de sa vie, a changé. Il a voulu, comme il l'écrit dans le premier volume de l'histoire de la sexualité, se déprendre de lui-même. Il analysait des mécanismes de pouvoir de manière même obsessionnelle, et tout d'un coup, il en est venu à s'interroger sur l'éthique. Alors justement. Et donc, il est sorti de cette vision ultra-politique du monde, et c'est un mouvement que j'aurais aimé le voir accomplir jusqu'à son terme. Il n'a pas pu parce que, comme vous le savez, il est mort à 56-57 ans, c'est-à-dire très jeune. Alain Finkielkraut, nous commentons à sauce et à gambade. La modernité à contre-courant, c'est un essai évidemment passionnant qui est précédé d'une conversation un petit peu up-to-date avec l'excellent éditeur Robert Kopp. Vous y reprenez de nombreux ouvrages qui ont émaillé votre trajectoire intellectuelle. On évoque justement, j'allais dire, les fondations de votre pensée. Avant cette grande bifurcation, on y vient dans un instant, qui va faire de vous l'un des penseurs en défense de cette continuité culturelle et civilisationnelle qui est tellement importante dans notre monde d'aujourd'hui et qui s'accompagne aussi, on va le voir dans un instant, d'une critique de la technique qui emprunte à un certain nombre de penseurs allemands qu'on va évoquer ensemble à sauce et à gambade. Mais encore un mot, puisqu'on évoque vos amitiés de jeunesse, Michel Foucault, c'est aussi celui, dit-on, qui vous aurait mis sur la piste du phénomène négationniste, en vous disant, Alain, tu devrais, c'est peut-être faux, Alain, tu devrais t'intéresser à cette ultra-gauche égarée qui est en train de justifier la remise en cause des chambres à gaz. Est-ce que c'est vrai ? Non. Ah, c'est pas vrai. Premièrement, c'est pas vrai. Deuxièmement, on ne se tutoyait pas. Non ? Enfin, pardon, oui, non, ça c'était pas... Oui, non, mais c'est important. C'était l'époque... pas comme nous, alors. Du vouvoiement. Voilà. C'était l'époque du vouvoiement. Je n'aurais jamais eu l'idée de tutoyer Michel Foucault. Et Kundera, vous l'avez tutoyé après ? Le tutoiement est venu très tard quand avec même. Milan Kundera, très tard. Quant à Philippe Roth, je ne sais pas si je le voyais, je tutoyais. C'est difficile de savoir. Grâce à l'anglais. Grâce à l'anglais. Donc, non, les choses ne sont pas passées comme ça. Ce qui m'a mis sur la piste du négationnisme, c'est un tract qui m'a été donné rue Saint-André-des-Arts où j'habitais et dans lequel il était question du mythe des chambres à gaz. Et j'ai été très frappé parce que ce tract venait non d'une certaine extrême droite négationniste, mais d'une extrême gauche pour laquelle le réel est rationnel et pour laquelle il n'était pas rationnel pour les nazis d'exterminer une
force de travail gratuite, donc il ne l'avait pas fait. Ce raisonnement m'a affolé, j'ai écrit L'avenir d'une négation, mais j'en ai parlé un jour à Michel Foucault. J'étais allé le voir pour toute autre chose, et puis nous avons eu une conversation de plusieurs heures où j'ai discuté avec lui de cette question. Et d'ailleurs, il m'en a, je crois, un peu voulu du livre, parce que dans le livre, je mettais en cause un certain relativisme, l'idée nietzschéenne qu'il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations, une idée qu'il avait pu d'une certaine manière faire sienne, et donc il s'était senti un peu visé, je crois, alors que évidemment je ne le nommais pas et je n'attaquais pas ad hominem, par ce livre, et c'est là d'ailleurs que nos rapports ont cessé. Et c'est dommage parce que, encore une fois, il était extrêmement disponible, ouvert dans la conversation, et j'en garde un très fort souvenir. Alors vous avez rendu un vibrant hommage juste avant, cher Alain Finkielkraut, au micro de Radio J cet après-midi, à vos amis, Milan Kundera, Philippe Roth. Milan Kundera vous a mis, donc au fond, là pour le coup, sur la piste de la réflexion sur la fragilité des nations, de certaines nations, des petites nations, pour reprendre un concept qui est central dans sa pensée. Et on peut dire que cela a produit des résultats intellectuels majeurs dès les années 80 dans votre réflexion. Le livre qui va vous faire connaître d'un très large public, au-delà de la sagesse de l'amour, qui est un essai important sur Emmanuel Levinas, que vous avez écrit aussi dans l'emballement de la passion pour celle qui deviendra votre épouse, Sylvie, qu'on salue au passage. Mais le livre, évidemment, qui va vous faire connaître d'un très large public, c'est un livre qui paraît en 1987. En 87, on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, dans la pensée mondiale, il y a une réflexion sur la barbarie qui monte au sein même de la civilisation technique. Je rappelle, c'est Alan Bloom, L'âme des armées aux États-Unis, mais c'est aussi Michel Henry, La barbarie, vous voyez, qui sont des livres proches des vôtres par les soucis et les interrogations. Et j'avance un peu, mais pour que nous comprenions l'avancement de votre réflexion sur ces sujets-là, en 1992, vous allez vous lancer tête baissée dans la défense de la Croatie, considérée à l'époque par beaucoup de bien-pensants, de Edgar Morin à Elie Wiesel, comme la caricature de la petite nation ethnique. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre la défense de la nation civique française, chère à Ernest Renan, en 87, et en 1992, la défense de la, entre guillemets, petite nation ethnique croate? Alors, donc, dans La défaite de la pensée, en effet, je parle de Renan, mais Renan est un penseur extrêmement subtil et complexe. C'est-à-dire qu'il dit la nation est un plébiscite de tous les jours, mais il dit c'est aussi un héritage de gloire et de regret. Donc, la dimension d'appartenance, la dimension culturelle n'est pas manquée par Renan. Mais il est vrai qu'il y a une évolution de La défaite de la pensée à comment peut-on être croate. Mais il faut voir le contexte. Quand la guerre éclate dans l'ex-Yougoslavie, que Milošević, que l'Ukraine d'abord annonce son indépendance, et que la Slovénie annonce son indépendance, et que la Croatie veut faire de même, l'armée serbo-yougoslave envahit une partie de la Croatie, fait le siège de Vukovar, détruit Vukovar, avant d'envahir cette ville. Et l'opinion française, humanitaire, intellectuelle, est comme tétanisée. Et pourquoi ? Parce qu'on nous explique que les Croates ont été oustachis, c'est-à-dire nazis pendant la guerre, et on surimpose au siège de Vukovar des images des oustachis d'Anton Pavelić à Vukovar. Et des représentants de la Serbie essayent même de me contacter, comme ils l'ont fait pour d'autres, et notamment pour Elie Wiesel, pour m'alerter et pour me dire qu'en tant que juif, il me revient de défendre les Serbes face à la menace du nazisme croate. Et c'est le juif en moi qui n'a pas voulu leur donner cette imprimature. C'est le juif en moi qui a compris qu'il y avait là une véritable escroquerie intellectuelle et morale. Je dis non. Et d'ailleurs, dans un colloque de février 92, qui s'est tenu au Palais de Chaillot, l'Europe ou les tribus. À l'initiative du président François Mitterrand. Oui, à l'initiative du président François Mitterrand, avec la lettre internationale, etc. J'étais dans une tribune
que présidait d'ailleurs Bernard-Henri Lévy, et je me souviens que le premier mot de mon intervention, c'était « Je suis le membre d'une vieille tribu ». Parce que qu'est-ce que c'est le grand syntagme du judaïsme, c'est de génération en génération. Quand même pas exagéré. Donc ça a forcément quelque chose d'ethnique, même si bien entendu, on n'en reste pas là. Et donc, là, j'ai compris que dans cette opposition entre la citoyenneté et l'appartenance, entre le patriotisme constitutionnel cher à Habermas et un patriotisme charnel, il y avait quelque chose de fallacieux. Peggy m'avait déjà mis sur la voie, lui qui en effet, parlait de l'importance des patries charnelles. Et c'était ça le sens de mon soutien à la Croatie. Et là aussi, d'ailleurs, c'était un soutien difficile. Toujours la même chose, c'est-à-dire que le président Tudjman avait une politique, notamment en Bosnie-Herzégovine, souvent contestable. Donc je défendais la Croatie, mais aussi je laissais place à une critique des agissements du gouvernement croate. C'est pas la première fois de ma vie. Oui, c'est pas la dernière. Vous venez de dire difficile. Paul-Loup Landsberg, vous le citez souvent, c'était un intellectuel antitotalitaire des années 30, de la revue Esprit. Il disait que l'engagement, c'est une décision pour une cause imparfaite. Ça s'applique aussi à la plupart de vos engagements, Alain Finkielkraut, sur la durée. C'est-à-dire, au fond, un tiraillement parfois un peu tragique entre des postulations contradictoires. Vous le disiez récemment sur Israël, vous voulez défendre de manière absolument affirmer Israël contre tous ces diffamateurs et ces négateurs d'aujourd'hui, mais en même temps, vous ne pouvez pas supporter la politique menée actuellement par le gouvernement israélien. Je ne supporte pas son absence de stratégie et son refus de prendre en compte, d'une manière ou d'une autre, la question palestinienne. Et l'occasion peut être donnée aujourd'hui de libérer la cause palestinienne de l'emprise de l'islamisme. Or, cette occasion, peut-être Israël ne va-t-il pas la saisir, peut-être les Palestiniens non plus. Parce que comme l'a dit très justement Abba Eban il y a déjà longtemps, les Palestiniens ne manquent pas une occasion de manquer une occasion. Donc, mais ça, nous verrons bien. Mais en effet, Paul-Louis Landsberg, dans les années 30, a dit « L'engagement, c'est une décision pour une cause imparfaite. » Malheureusement, cette phrase très profonde a été recouverte par l'engagement sartrien, qui était effectivement un engagement manichéen, c'est-à-dire l'humanité qui écrase face à l'humanité qui ne consent pas à être écrasée. Voilà, c'était ce dualisme, c'était cet antagonisme de blocs, de deux forces, et qui a prévalu, qui plaçait la politique sous le modèle de la guerre et même de la guerre à mort. Et oui, toutes les causes sont imparfaites. C'est la rançon de la finitude, et on voit revenir aujourd'hui les causes parfaites. On voit revenir la radicalité. Même d'ailleurs, dans l'écologie, les jeunes qui suivent Greta Thunberg ont absolument la certitude de défendre une cause parfaite, c'est une cause juste et scientifiquement prouvée. Donc, ils regardent les boomers avec condescendance, avec agressivité, ils leur demandent de pratiquer, comme on dit aujourd'hui, le tri sélectif, mais c'est une cause parfaite. J'ajoute que Greta Thunberg défend avec la même extase l'écologie, How dare you, et la Palestine. Elle est, c'est très révélateur, mais c'est un grand retour de la radicalité dont on croyait s'être débarrassé lorsque, justement, on a compris l'illusion totalitaire. Alors nous faisons une lecture évidemment symptomale de la modernité à contre-courant, votre nouveau livre passionnant aux éditions Bouquin, Alain Finkielkraut. Alors on l'évoquait, effectivement, il y a ce tournant qui va se construire sur la durée vers la défense de la continuité culturelle de la nation française. On va terminer cet échange là-dessus, mais avant quand même encore quelques questions justement sur ce contexte des années 2000, Dans les années 2000, le terrorisme islamiste frappe le monde libre. Évidemment, l'emblème, c'est le 11 septembre 2001.
mais vous avez toujours maintenu justement une ligne de crête. C'est-à-dire, vous avez condamné sans réserve l'islamisme, sans réserve. Mais vous n'avez jamais cédé aux théories essentialistes, que je vais résumer, il faut bien donner des noms, du choc de civilisation à la Huntington, même s'il vous a intéressé, mais vous n'avez jamais radicalisé votre pensée jusqu'à cette forme de dualisme ou de manichéisme. Pourquoi vous n'êtes pas engagé, au fond, dans cette voie du huntingtonisme? Alors écoutez, deux pensées dominaient l'époque à la fin du XXe siècle, au début du XXIe. La fin de l'histoire de Francis Fukuyama, l'histoire s'est achevée, le monde entier souscrit aux valeurs de la démocratie libérale, c'est-à-dire en effet le scrutin majoritaire, l'économie de marché. Bien sûr, tous les pays ce régime ne règne pas partout, mais tout le monde le veut. Et Samuel Huntington, en revanche, parlait d'un choc à venir des civilisations. Non plus un choc des idéologies, mais un choc des civilisations. Dans ce débat, c'est quand même Huntington qui voyait le plus juste. Alors évidemment, le terme de choc des civilisations doit être manié avec précaution. Reste que, en France, la France aujourd'hui est fracturée et, si vous voulez, il y a une division culturelle de plus en plus manifeste et de plus en plus violente. Simplement, parler de civilisation, c'est courir le risque d'enfermer les musulmans dans l'islamisme. L'islamisme n'est pas le tout de l'islam. Le 7 octobre, on a eu une révélation, c'est-à-dire le Hamas et avec lui un nombre important de Palestiniens ne veulent pas un État. Ils veulent continuer le djihad. From the river to the sea. Et ils s'inscrivent dans une très longue tradition coranique du djihad. Il ne faut pas fermer les yeux sur cette réalité. Il n'empêche, tous les Palestiniens, tous les musulmans ne sont pas dans cette disposition. Donc il faut savoir dire les deux choses à la fois. Mettre en garde contre, effectivement, ce choc culturel et, de l'autre côté, ne pas oublier qu'il y a une autonomie des individus et que l'on peut jouer la carte de l'intégration des musulmans pour peu qu'on arrive à une maîtrise des flux migratoires, sinon le nombre aura raison de toute notre bonne volonté. Alors, vous n'en avez jamais fait mystère, goût des causes probablement difficiles à plaider. Dès les années 80, vous affirmez qu'une grande partie de l'intelocratie de l'époque, je pense notamment à Luc Ferry par exemple, comme un heideggerien, je vais lire sans réserve. Qu'est-ce que vous a apporté la lecture de Martin Heidegger et notamment, bien sûr, de ses textes, parfois de circonstances, parfois plus profonds, sur l'hypnose, sur l'ivresse technique? C'est une lecture pour moi absolument indispensable. Et là encore, on est déchiré parce que l'engagement de Heidegger, qui n'a pas duré peut-être aussi longtemps que certains le disent, est un crève-cœur. Le plus grand philosophe national-socialiste. Le plus grand philosophe du XXe siècle qui a cru en Hitler, même peu de temps, c'est très difficile à accepter. De même, ses considérations sur le judaïsme dans les cahiers noirs qui viennent d'être publiés. Il n'empêche, à Heidegger, on doit une pensée de la technique. La technique, non pas simplement comme ensemble d'engins et d'instruments, mais comme vision du monde, comme appréhension de la réalité. Dans le monde de la technique, être, c'est être disponible, être, c'est être remplaçable. Et cette pensée technique régit beaucoup de nos comportements, notamment en ce qui concerne l'immigration. Parce que d'un côté, on vous dit, en termes lévinassiens,
mal compris. L'immigré, c'est l'autre. Et l'autre, il faut l'accueillir, hein, il faut être hospitalier. Mais d'un autre côté, on vous dit, on a besoin d'une main-d'œuvre parce que nous, les sociétés européennes ne font plus d'enfants. Donc, l'autre, tant célébré, est une pièce de rechange. Vous voyez ? Donc la réalité, humanité comprise, est traitée comme un stock intégralement disponible à la manipulation et au calcul. Voilà où nous en sommes avec la technique, avec la pensée technique. Et ça, vraiment, j'en suis redevable à Heidegger. Alors, Alain Finkielkraut, vous êtes un enfant de l'assimilation républicaine, vous n'en faites pas mystère, vous n'êtes pas le seul, il y a beaucoup de personnalités publiques aujourd'hui qui doivent beaucoup à l'école de la République, de Bernard Cazeneuve à Éric Zemmour, ils sont très nombreux et ils s'en revendiquent. Vous l'avez toujours dit, vous êtes un enfant de la laïque de ce point de vue-là, comme on disait sous la Troisième République. Vous pensez que la transmission de la culture française n'est pas un gros mot, mais aujourd'hui une nécessité. Est-ce que cette ivresse technique dont nous venons de parler, dont vous avez fait d'ailleurs l'un des fils rouges de vos combats, voire de vos aversions, n'est pas ce qui nous empêche aujourd'hui en France de renouer avec ce patriotisme de compassion qui est fondamentalement au cœur du républicanisme français ? Alors, le patriotisme de compassion, c'est une expression de Simone Veil. La tendresse pour une chose belle, fragile, précieuse et périssable. Voilà, c'est-à-dire que il y a le patriotisme de la grandeur et le patriotisme, c'est le sentiment qu'on éprouve pour une nation dont on sent qu'elle est menacée. Petite nation au sens de Kundera. La France, elle est aussi menacée qu'Israël. Ben oui, non, mais la France, elle est aussi menacée qu'Israël aujourd'hui. Elle a failli disparaître en 1940. La menace n'est pas du tout du même ordre que celle qui pèse sur Israël, mais l'idée française est aujourd'hui en péril, et c'est aussi un péril intérieur. C'est pas simplement le grand bouleversement démographique, c'est que on a l'impression que le divertissement en France a eu raison de la culture. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Le divertissement, c'est-à-dire effectivement les médias, tout cela. On l'a vu d'ailleurs aussi avec la catastrophique cérémonie inaugurale des Jeux Olympiques, la chanteuse Akamura sortant de l'Académie française. Donc, le divertissement prévaut, et le divertissement, c'est la technique. C'est-à-dire, voilà, on veut avoir des produits disponibles, et les produits disponibles en viennent à se substituer aux œuvres, mais alors aux chefs-d'œuvre consacrés. Quand un historien comme Boucheron, par exemple, co-scénarise ce divertissement estival de la cérémonie d'intronisation des Jeux Olympiques, vous dites c'est un traître à la nation, entre guillemets, ou c'est un imbécile ? Oh, j'utiliserai ni un terme, ni un autre, ni l'autre, mais je constate que son histoire de la France mondiale est une histoire de la dilution de la France dans le monde. La France mondiale, ça pourrait être le rayonnement de la France. Pas du tout. Aucun grand penseur, aucun grand artiste, peintre, musicien, écrivain ne figure dans cette histoire mondiale. Il y a eu l'équivalent en Italie, Storico Mondiale d'Italia, et c'est plutôt le rayonnement de l'Italie qui est vanté, c'est-à-dire comment les peintres italiens ont influencé l'école française, etc. Mais en France, on ne sait pas faire ça. Pourquoi ? Lui, il ne le veut pas, parce que il croit lutter contre la lepénisation des esprits. Il fait une œuvre qui était en quelque sorte un travail, une réponse à ce qu'il appelle la crispation identitaire. Vous parlez d'identité française, je veux vous montrer que ça n'existe pas. Et d'ailleurs, ça continue, c'est monnayé tous les jours. Je viens de lire un article dans le Nouvel Obs où on vous explique qu'Averroès est un beaucoup plus grand penseur que Thomas d'Aquin, et que les racines chrétiennes de la France, c'est
c'est un bobard, c'est de la blague. Il faut maintenant penser nos racines musulmanes. Mais là, c'est autre chose. C'est pas simplement le divertissement, c'est l'antiracisme devenu fou dans lequel nous baignons. Alors, mais les deux choses se rejoignent. Alain Finkielkraut, dernière question. C'est une conversation passionnante. On a évidemment revisité des pans entiers, pas tous malheureusement. Il faudra revenir de votre trajectoire intellectuelle, La modernité à contre-courant aux éditions Bouquin. Il y a des défenseurs aujourd'hui de la continuité culturelle de la nation française. On en a cité certains, vous en faites évidemment partie, mais il y a aussi des groupes de médias qui s'auto-intitulent défenseurs en chef de la civilisation française. Bizarrement, ces groupes de médias, vous pensez au même que moi, se font aussi les porte-voix du hurrah à Trump. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, là, au fond, dans cette double postulation de leur part? Oui, je pense que vous avez raison, il y a une contradiction. C'est-à-dire, on a le droit de s'interroger sur l'élection américaine, la victoire et même le triomphe de Donald Trump. Pourquoi la gauche américaine, comme d'ailleurs toutes les gauches occidentales, a-t-elle abandonné le peuple? Ça, ce sont des questions tout à fait légitimes, mais cet enthousiasme devant l'élection de Trump, pour des gens qui prétendent défendre la civilisation française et même la civilisation générale, c'est absolument effarant. L'humanisme français, dont vous êtes un des rejetons évidents, c'est pas le transhumanisme d'Elon Musk. Non, mais d'abord, c'est pas Elon Musk, mais surtout, Trump, c'est d'abord le mépris des formes. Le piétinement de ce que Orwell appelait la common decency, la décence commune. Et choisir pour défendre la civilisation occidentale en péril un homme qui va jusqu'au bout de la décivilisation, c'est un paradoxe qui devrait tous nous interpeller. Donc je suis en effet surpris et même choqué par cette ferveur autour de Trump et par ces gens qui vous expliquent que si en France on n'aime pas Trump, c'est à cause de l'hégémonie culturelle de la gauche. Oui. Et d'ailleurs, ces journalistes, ces intellectuels sont même en porte-à-faux sur l'opinion qu'ils croient représenter. J'ai lu quelque part qu'un sondage que 79% des Français avec une mauvaise opinion de Trump, l'homme aux cheveux orange. Évidemment, il choque en nous tout justement ce sens des formes, cet amour de la civilisation. Et donc, se croire, si vous voulez, croire que on va dans le sens du sursaut dont nous avons besoin en choisissant Trump, c'est une erreur lamentable et grossière. Alain Finkielkraut, on vous remercie déjà chaleureusement pour ce discours de vérité, c'est passionnant. On renvoie évidemment par avance à la bonne modernité à contre-courant, mais toute dernière question, puisque vous venez de régler son compte à Donald Trump, vous avez envie d'apporter aujourd'hui votre pierre intellectuelle à l'édifice d'une gauche républicaine qui souhaite renaître avec des personnalités comme Bernard Cazeneuve, comme Julien Dray. Je souhaite que renaisse la gauche social-démocrate. Cette gauche qui s'est placée sous la tutelle de la France insoumise, c'est absolument dégoûtant. C'est une trahison de Jaurès, de Léon Blum, de Mendès France, même de Michel Rocard. Il n'y a pas de nom pour ça. Mais ce que je souhaite, moi, surtout, c'est que succède en même temps qui nous a donné le vertige, une vraie opposition droite-gauche. Une droite qui s'affirme et une gauche aussi qui s'affirme. Et j'ajoute... C'est pas ce qui est en train d'arriver progressivement? Je ne crois pas, mais j'ajoute aussi que par-delà le retour de cette division nécessaire, je souhaite, comme Jacques Julliard, que sur un certain nombre de thèmes se fasse jour une union sacrée. La laïcité, la sécurité et même l'immigration. La gauche devrait prendre exemple sur ce qui se fait au Danemark, à Copenhague, ou en Allemagne. Voilà ce que je souhaite. Une gauche qui prendrait exemple sur Copenhague et sur Berlin, sur la gestion des flux migratoires, et éventuellement même les frontières. Sur le contrôle. Faut rétablir les frontières en France? Il faut contrôler les flux migratoires,
Il faut que l'Europe ait à nouveau des frontières pour rester elle-même et mieux intégrer les nouveaux arrivants. La modernité à contre-courant, plus de 1100 pages, Alain Finkielkraut, préfacé par un dialogue passionnant avec Robert Kopp. On vous remercie chaleureusement, infiniment même, d'avoir fait un tour par Radio J pour cette conversation exceptionnelle. Merci beaucoup, Alexis Lacroix.